De retour à question d'actualité, le Sénat canadien a récemment rejeté une proposition du comité sénatorial permanent des droits de la personne qui avait proposé un amendement à la loi C9, la loi visant à lutter contre la haine, soit un amendement qui voulait criminaliser le déni de l'affaire des pensionnats et de traitement des enfants des Premières Nations au sein de ceux-ci, incluant bien sûr les sites où des centaines d'entre eux auraient été enterrés sans sépulture. La mesure rejetée prévoyait une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour les contrevenants, rien de moins. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Pour en parler, nous recevons Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez libremedia.com. C'est libre-media.com. Monsieur Blanchet-Gravel, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Lavrec. De quoi cet amendement rejeté est-il le nom, à votre avis? Est-ce que c'est un fait divers ou bien, au contraire, là, ça révèle quelque chose de notre époque? Oui, bien d'après moi, c'est assez symptomatique, effectivement, d'une dérive autoritaire, d'abord, d'une volonté de réécrire l'histoire. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique. Rappelons-le, depuis quelques années au Canada, on parle beaucoup de génocide, par exemple. C'est un mot qui est apparu pas soudainement, mais on a emmené l'idée progressivement dans les dernières années que le Canada avait commis un génocide envers les populations autochtones durant, évidemment, les premiers siècles de la colonisation qui se poursuivrait aujourd'hui. Donc, avec ce mouvement de décolonisation, qui est pour moi une forme de recolonisation au sens où la décolonisation, c'est un peu la colonisation idéologique par le wokisme, c'est un autre débat. Mais donc, on cherche à imposer une sorte d'histoire officielle, donc un Canada au passé extrêmement sombre. Il y a eu des parallèles, vous le savez, depuis Kamloops, depuis cette fameuse découverte qui n'est pas avérée toujours aujourd'hui. Le 27 mai 2021, on disait découvrir le corps de 215 enfants dans le verger du pensionnat de Kamloops. 5 ans après, on n'a toujours pas présenté ces corps-là au public. Donc, ça devient de plus en plus douteux, en fait, comme histoire. Donc, il y a eu toute cette atmosphère-là tend finalement à imposer un récit, une sorte de nouveau roman national qui présente le Canada comme un pays, finalement, qui commet des exactions contre les populations autochtones et certaines personnes, certains élus, certains sénateurs cherchent à criminaliser les propos de ceux qui remettraient en question ce nouveau récit officiel d'un Canada sanguinaire et génocidaire. Ce que je trouve, j'allais dire intéressant, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense à l'URSS et au roman 1984 de George Orwell. Et bien sûr, il y a des histoires, l'URSS avait une histoire officielle, si on peut dire, qui avait embelli la chose très largement. Et dans 1984, il y a bien sûr une histoire officielle du parti qui embellit encore une fois le parti et la nation, et on est dans des mensonges, disons-le, mais qui embellissent la chose pour créer une espèce de conscience collective à la nord-coréenne, si je peux dire, dans le sens que tout est mieux dans notre pays, dans notre nation, et on se ment, bien sûr, dans tout ceci, mais on embellit les choses. Ce qui est paradoxal ou ce qui est unique à l'Occident aujourd'hui, c'est qu'on se recrée une histoire j'allais dire officielle, du moins officieuse, mais basée sur une repentance permanente. On s'auto-flagelle constamment et c'est devenu notre histoire. Si on a à en faire le sommaire, c'est essentiellement une histoire de la repentance maintenant. C'est quand même bizarre un peu, non? Oui, Pascal Bruckner a appelé ça le sanglot de l'homme blanc dans un livre célèbre. Mais l'autre paradoxe, M. Lavrec, c'est que vous dites l'URSS, par exemple, avait tendance à embellir son histoire, mais le Canada a tendance à enlaidir la sienne. C'est ça. C'est un peu ce que vous soulevez aussi. Donc, on est là-dedans. Effectivement, c'est assez curieux que des pays aient tendance à s'auto-dénigrer, finalement à dénigrer ceux qu'ils sont, à déboulonner leur père fondateur, rappelons-le. McDonald's notamment. Il faut dire qu'il y aura toujours cette dualité aussi au Canada entre les Français et les Anglais dans l'histoire. Et c'est une nuance qu'on ne fait pas d'ailleurs. Qu'il y ait eu évidemment des... rappelons-le d'entrée de jeu, c'est-à-dire on reconnaît
à Libra-Média aussi, forcément, qu'il y a eu la souffrance du côté des peuples autochtones. C'est vrai, du Canada à l'Argentine, c'est l'histoire des Amériques, évidemment, c'est cette histoire de dépossession. C'est l'histoire de la colonisation ailleurs aussi dans le monde. Ça peut être la colonisation arabe au Maghreb, peu importe. La décolonisation, il y en a eu de nombreuses à travers l'histoire. La romaine en Gaule, on pourrait multiplier les exemples. Ce sont des processus généralement assez irréversibles. Mais effectivement, avec cette repentance-là, on cherche finalement à entretenir une sorte de nostalgie aussi d'un passé autochtone qui lui est embelli. Hein, donc, c'est très romantique dans le sens où... le bon sauvage. C'est le mythe du bon sauvage. J'ai un livre qui s'intitule d'ailleurs comme ça, Le retour du bon sauvage, publié en 2015 aux éditions du Boréal. Donc, c'est cet Éden antérieur à la colonisation des Amériques. C'est le film Avatar aussi. Donc, évidemment, des Occidentaux... avides. C'est vrai qu'on le voit partout. Hein? Vous mentionnez Avatar, là, le film, là, qui est. Disons, c'est très fictif et très embelli, encore une fois, mais n'empêche qu'on voit ce phénomène se représenter ou se multiplier dans la conscience collective occidentale et notamment québécoise et canadienne, spécifiquement en ce qui a trait à la question des Premières Nations. Oui, c'est un mythe très, très fort que celui du bon sauvage, hein, finalement, parce que on le sait, les populations autochtones vivaient en perpétuel conflit les unes entre les autres. C'est une violence inouïe, en fait. Là. Donc, même que des anthropologues qui ont travaillé là-dessus, même que c'était une sorte de système, là, c'est-à-dire que en Amazonie ou ailleurs, au Brésil, on avait besoin, en fait, de se faire la guerre de manière perpétuelle. C'était comme ça que, finalement, ça fonctionnait, là, si on résume à grands traits. Donc, pourquoi on est au Canada, on est à l'avant-garde de ça? Il faut dire que c'est quand même un mouvement qui traverse les Amériques, hein, celui de l'indigénisme, du décolonialisme. On cherche à expier ce passé colonial qui serait honteux. Mais par exemple, là, ça se fait carrément, dans le cas du Canada, ici, ça se fait d'abord au détriment de la vérité. On a parlé beaucoup de la vérité et réconciliation là, avec la fameuse commission. Mais dans le cas de Kamloops et dans d'autres cas de supposées fausses communes, d'abord, il faudrait commencer par présenter les preuves, parce qu'il y a quand même des millions aussi de dollars qui ont été accordés par le gouvernement canadien suite à ça à diverses communautés autochtones pour mener ces recherches-là ou pour panser les plaies avec toutes sortes de programmes. Là. Donc, d'abord, il y a aussi le fait que ça coûte extrêmement cher. Et si on y revient, on est quand même au Canada devant, c'est ça, un État, c'est-à-dire qui veut écrire une histoire officielle. Et là, on parle carrément, on ouvre la porte même à la criminalisation de point de vue d'historien. Là. C'est-à-dire là, je pense à l'historien Jacques Rouillard, qui est très courageux, qui est à peu près le seul à l'université à mener une bataille pour la vérité, là, dans le cas de l'affaire Kamloops, quelqu'un qui a ouvert les archives, qui a écrit quelques textes, notamment chez nous à Libra-Média, et qui pourrait, selon ce projet de loi-là, s'il passe sous sa forme actuelle... Rappelons-le, le projet de loi a été rejeté, donc rappelons-le, ça n'a pas passé, mais on a l'impression que ça va revenir. Là. C'est une question de temps. Là. Effectivement. Donc, c'est quand même dans l'air depuis la proposition de cette fameuse candidate élue, c'est-à-dire députée, du NPD, donc le texte est amendé, est retourné, donc ça c'est quand même encore en suspens. Donc c'est vraiment dans l'air. Et je vais vous donner un argument en faveur. Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libra-Média. L'amendement était basé sur la logique, ou du moins partiellement basé sur la logique suivante. Le Code criminel canadien interdit déjà la négation publique de l'Holocauste. Les partisans soutiennent qu'un traitement équivalent doit s'appliquer au génocide culturel reconnu des Autochtones. Donc, on fait une équivalence ici entre l'Holocauste, bien sûr, en ce qui a trait à les millions de morts juifs notamment, mais il y en a plusieurs autres de différentes catégories, lors de la Deuxième Guerre mondiale sous le régime nazi. Et là, on dit c'est la même chose pour ce qu'on appelle un génocide culturel des Autochtones au Canada. Qu'en pensez-vous de ce parallèle ici? Hein? Ben d'abord, je pense que il y a dans ces lois contre le négationnisme du génocide de la Shoah quelque chose qui peut aussi tendre à la censure. Et on l'a vu récemment avec la loi Yadan en France, qui elle aussi n'a pas été adoptée, mais qui a été mise sous la glace. Donc la loi Yadan en France qui visait
à lutter contre les formes dites renouvelées d'antisémitisme qui pouvaient inclure la critique d'Israël. Donc, sans être hostile à Israël, je pense qu'il y a actuellement une tentation aussi à droite et chez certaines communautés juives de censurer des propos qui n'iraient pas dans le sens d'une reconnaissance, le mur à mur de l'antisémitisme tel qu'il est conçu par ces communautés-là, puis tel qu'il est conçu depuis la Seconde Guerre mondiale en Occident. Donc, je pense que ça peut aller trop loin aussi dans ce cas-là. Donc, je n'endosserai pas non plus toutes ces tentatives de censure à droite comme à gauche. Est-ce qu'on est trop sensible aujourd'hui? En fait, on veut plus parler de sujets, notamment sujets historiques ou des analyses de l'histoire qui, oui, pourraient créer des inconforts, avoir des confrontations, des tensions, des flammèches. Donc, on se dit finalement, tout ça est trop belliqueux, c'est trop inconfortable comme situation, n'en parlons plus et acceptons la version comme telle. On a finalement plus le courage de parler de grand-chose. Non, mais surtout au Québec ou au Canada, évidemment que le politiquement correct et les médias subventionnés font pas toujours leur travail. Donc oui, on est très sensible. Il y a énormément de victimisation. Et c'est vrai, encore une fois, aussi à droite et à gauche, là, c'est-à-dire... et ça contribue à nourrir, en fait, les tensions entre les communautés. Hein, donc, c'est très curieux de voir ce multiculturalisme, finalement, contribuer lui-même à créer des tensions, hein, au lieu... parce qu'on parle toujours de vivre ensemble, mais c'est de plus en plus du vivre séparé. Mais pour vous répondre, le parallèle avec la Shoah, d'abord, c'est le débat est en cours, c'est-à-dire les historiens ne s'entendent pas nécessairement. Je pense que dans le cas de la Shoah, c'était quand même quelque chose, un fait historique beaucoup plus consensuel. En fait, c'est consensuel parce que les universitaires manquent de courage, mais je pense que ce sont des événements assez différents. C'est-à-dire, d'abord, la colonisation s'étend sur plusieurs siècles. Donc, qu'est-ce que minimiser? Hein? Parce que revenons à cette fameuse... Oui, c'est ça. C'est même pas nier, c'est minimiser. Là, on parle de minimiser. Donc, encore là, la définition peut être très arbitraire, très large. Qu'est-ce que minimiser? Ce qui est probablement voulu pour dissuader toute personne d'en parler, finalement. Parce que c'est large et c'est flou, personne ne va vouloir se prononcer. Encore une fois, le projet de loi, ou du moins l'amendement a été rejeté, mais n'empêche que l'idée est là. Plus c'est flou, plus c'est impossible de définir exactement ce qui peut et ne pas être dit, moins les gens vont parler. C'est le propre de ce nouveau projet de loi contre les discours haineux. Donc, qu'est-ce qu'un discours haineux? Exactement, est-ce que c'est de rappeler que la Ville de Québec subit une immigration massive sur Facebook, comme je l'ai fait hier sur ma page? Est-ce que le simple fait de dire que la Ville de Québec subit une pression migratoire marquée, est-ce que c'est encourager les discours haineux? Est-ce qu'il faut criminaliser le simple fait de soulever ça? Donc, même chose ici. Donc, minimiser un génocide là, qui est culturel, qui n'est pas tout à fait non plus... c'est entre un génocide et un génocide culturel, il y a des différences. Donc, c'est très vaste, hein, finalement, comme définition. Donc, c'est assez dangereux, honnêtement. Là. Donc, la colonisation, c'est ça qui s'étale sur des siècles, qui ne serait pas terminé selon beaucoup de gens très à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, finalement, pour aller au bout de cette décolonisation? Est-ce qu'il faut retourner, nous, en France, les Canadiens français? Est-ce qu'il faut que les Irlandais retournent en Irlande? Il y a quelque chose d'un peu d'utopique, hein, finalement, dans cette décolonisation, c'est-à-dire... Je le rappelle, il y a dans la colonisation, malheureusement ou heureusement, quelque chose d'irréversible. Et donc, il y a quelque chose d'un peu aussi... c'est vain, là, c'est-à-dire pour décoloniser le Canada, ça n'arrivera jamais vraiment, à moins que... je pense qu'ils veulent décoloniser les esprits ici. Là. C'est un peu le oui, mais si on pousse la logique... Jusqu'au bout, oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est la rencontre entre trois continents, entre trois civilisations, amérindiennes, européennes et africaines, pour les pays qui ont reçu évidemment des Africains très tôt, là, et ici, ça arrive plus tard. Mais il y a quelque chose, il y a un déni, il y a un refus, en fait, de même de ce qui est l'Amérique depuis Christophe Colomb. C'est assez grave, en fait, ça va très loin, et c'est ça. Et c'est ce type de projet-là participe de cette volonté d'imposer un récit unique et de contraindre même les universitaires, hein, et les surtout historiens. Les universitaires.
les universitaires, les intellectuels, mais les journalistes à adopter, à embrasser une histoire que l'État ne devrait pas avoir le pouvoir de rédiger parce que c'est le propre des régimes autoritaires. C'est-à-dire quand une histoire officielle qui est défendue par l'État, c'est le propre des régimes autoritaires. Alors, ça ne survient pas en démocratie libérale normalement. Jérôme Blanchet-Gravel, le rédacteur en chef chez LibreMedia.com, nous reste un peu plus de 3 minutes. J'ai l'impression de constamment, j'allais dire, casser du sucre sur le dos du monde contemporain au Canada, le Québec, l'Occident. On blâme l'État, l'aplaventrisme des élites politiques, le laisser-faire collectif. En gros, tout ça est toujours un peu sombre et pessimiste. Mais j'allais dire, on critique beaucoup, mais sommes-nous quand même, somme toute, tombés dans un cercle vicieux intellectuellement où c'est plus facile de critiquer l'époque quand dans les faits, on vit quand même dans une époque, j'allais dire, positive, disons, où il y a plus de bien que de mal. Bon, là, on parle ici de l'imposition d'une histoire officielle et les mauvaises choses qui en découlent, mais j'essaie de sortir de cette espèce de cercle, de cette spirale descendante où on ne voit que le mauvais. Est-ce que c'est possible qu'on soit tombé là-dedans, où finalement, on se trompe, l'époque est magnifique, elle n'est pas du tout si mauvaise, en fait? Ben, faudrait, si vous posez la question, évidemment, en fait, il y a une aura de déclin partout. On pourrait nous accuser d'être déclinologues ou déclinistes. Oui, ça. À droite comme à gauche. C'est-à-dire là, à droite. Mais moi, je pense qu'à droite, on a raison dans le sens où il y a beaucoup de facteurs actuellement quand même qui tendent à montrer un déclin du Canada, là, que ce soit sur le plan économique, démographique, etc. Mais à gauche, il y a ce pessimisme aussi, c'est-à-dire cette espèce de, encore une fois, de nostalgie d'un passé qui n'existe plus. Donc, énormément de victimisation de ce qu'on appelle évidemment les woke. Est-ce que le Canada va mieux qu'on le croirait? Dans le cas du Canada, je ne crois pas. Personnellement. Mais c'est vrai que c'est le propre des sociétés riches aussi que d'avoir des débats, disons, de luxe, hein, c'est-à-dire, comment dire, on peut se permettre, disons, d'avoir des réflexions sur des enjeux un peu moins concrets, entre guillemets. Puis c'est de là qu'est né le wokisme, hein, c'est-à-dire la gauche en Amérique latine, par exemple, est encore beaucoup plus à caractère économique parce que les problèmes sont très concrets, c'est-à-dire alimentaires, économiques, structurels, alors que la gauche, ici, s'est détachée de l'économique pour embrasser plus l'identitaire. Donc, d'où c'est un peu cette gauche qui s'est embourgeoisée, hein, qui a pu se permettre finalement d'aborder ces thèmes-là et de revenir constamment sur des périodes qu'on aurait cru révolues. Donc, on entretient un peu... en fait, la gauche va accuser la droite de passéisme, mais s'il y a quelque chose de passéiste, c'est quand même le mouvement décolonial. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir que vous en reveniez. Christophe Colomb, ça fait quand même maintenant... ça a fait 5 siècles récemment. Moi, vous me corrigiez. Donc, il y a quelque chose d'irréversible. Donc, de revenir constamment... En fait, on entretient ça et on donne même... c'est le gouvernement fédéral qui donne des arguments aux immigrants pour nous dire que la population coloniale, entre guillemets, est raciste. Donc, si vous avez des problèmes, c'est parce que vous souffrez de discrimination. C'est quand même assez incroyable hein, d'entretenir ça et finalement de nourrir un climat social qui se détériore avec l'argent des contribuables. C'est assez spectaculaire quand même. Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez LibreMedia.com. C'est libre-media.com. Un grand merci. Merci à vous. À tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée.